Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Vous me permettrez peut-être de commencer en remerciant mon voisin d'avoir bien voulu raccourcir son intervention et vous constaterez que j'ai pour ma part raccourci le titre de mon intervention qui vous est annoncé dans le programme comme une approche historique et philosophique de la laïcité à l'école appuyée sur des situations concrètes, ce qui ne tenait pas dans un diaporama évidemment, et j'ai synthétisé sous cette formule la laïcité à l'école, mais il s'agit bien de la même chose, à savoir de participer à cette entreprise voulue par Madame la Ministre de réassurance collective autour du principe de laïcité et des valeurs de la République. Comme vous le savez, lorsque Madame la Ministre a lancé la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, lorsqu'elle a institué des références académiques laïcité, elle a souhaité créer partout les conditions d'une rencontre, d'échange autour du principe de laïcité et des valeurs républicaines. Les différents acteurs éducatifs dans l'académie se sont évidemment emparés de ces thématiques et vous me permettrez de saluer à la fois les personnels et les associations que vous représentez pour la qualité des projets que vous menez au quotidien pour faire comprendre et, j'insiste sur le « et », pour faire partager les valeurs de la République à nos élèves. C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui. Je suis heureux pour ma part, et j'en remercie les organisateurs, de pouvoir contribuer à cet effort collectif aujourd'hui avec une tentative de redéfinition de ce que peut être la laïcité à l'école. L'exercice pourrait vous sembler, dans un premier temps, inutile. On pourrait considérer, après tout, que tout a été dit bien avant. Je fais référence ici à Victor Hugo en 1850. Le terme de laïcité n'existait pas encore, mais vous vous souvenez sans doute de sa formule. Je veux l'Église chez elle, je veux l'État chez lui. Et on pourrait considérer que, avec une définition aussi ciselée, les choses ont été dites. Je doute cependant que cela suffise. J'en doute parce que le réel montre que les personnels sont confrontés quotidiennement à des questions dont les réponses ne sont pas aussi évidentes que nous pourrions le croire. Je vous en livre quelques-unes et j'essaierai d'y répondre dans le courant de cette intervention. Un élève peut-il, dans le cadre d'une classe verte, être autorisé à faire ses prières? Est-ce que dans ce cas, un personnel doit l'encadrer? Peut-on accepter qu'un élève refuse la visite d'un édifice religieux dans le cadre du cours d'histoire? Est-il d'ailleurs pertinent qu'un professeur emmène sa classe dans un édifice religieux? Un ou deux repas à la cantine? Quelle est l'option la plus laïque? Le calendrier est-il laïque? Une enseignante peut-elle s'appuyer sur les faits qu'il comporte pour structurer le temps avec les élèves les plus jeunes? Et puis, on va développer comme ça une multitude de questions, une à laquelle je suis particulièrement sensible. Comment prendre en charge l'enseignement moral dans une école laïque? Autrement dit, comment concilier l'obligation de neutralité qui nous est rappelée dans les textes avec l'engagement sur des valeurs? Il est évident que, face à ces questions, les citoyens répondraient de façon tout à fait différente. Il y aurait une pluralité des points de vue. Et Jean Bobéro a présenté dans un ouvrage assez récent, Les 7 laïcités à la française, un éventail de conceptions qu'il n'est pas inutile de connaître. Je vous y renvoie sans développer, bien évidemment. Je préciserai simplement, de mon point de vue, que le dissensus n'est pas illégitime et que le débat sur ces questions est évidemment nécessaire. Mais j'ajouterai dans un même mouvement que le service public d'éducation, quant à lui, ne peut, parce qu'il est fidèle à l'égalité de traitement qu'il doit aux usagers, ne peut quant à lui répondre que d'une seule manière à toutes les questions dont j'ai rappelé l'acuité à l'instant. Et les réponses tiennent dans cette formule que nous utilisons depuis maintenant plus de 130 ans. L'école est laïque. Tout est dans cette formulation. Sur l'ensemble du territoire français, cette affirmation doit renvoyer pour l'éducation nationale et ses partenaires à une conception unique.
Pour la redéfinir, pour la redessiner, je vais procéder en 2 temps. Alors, vous le savez, un historien qui procède en 2 temps, c'est en soi une manifestation du principe d'émancipation qui va structurer toute ma pensée aujourd'hui, puisque partout et en tout temps, les historiens fonctionnent en 3 temps. Les choses étant dites, plus sérieusement, si je vais procéder en 2 temps, c'est parce que je m'inscris dans les pas de Georges Weil, qui est un historien français de l'entre-deux-guerres. Ne vous laissez pas prendre au piège de la date du livre que je projette à l'instant. 2004, c'est la réédition. Georges Weil exprime une idée qui me semble encore aujourd'hui bien définir les 2 composantes de ce qu'est la laïcité en France. Il disait, c'est la première phrase de son ouvrage, « L'idée laïque renferme une conception philosophique sur l'indépendance et la capacité de la raison humaine. » L'indépendance et la capacité de la raison humaine. Et, c'est le 2e pilier, une conception politique sur les droits de l'État et des citoyens vis-à-vis des églises. Cette entrée dans la question me permet, dans un premier temps, d'interroger l'école comme un espace public soumis à une réglementation particulière et d'interroger la laïcité sous son premier rang qui est celui d'un principe d'organisation républicain. La laïcité est d'abord un principe d'organisation républicain. Mais, c'est ce que nous dit Georges Weil, la laïcité, ça n'est pas seulement un principe, c'est aussi une valeur. L'école, ça n'est pas seulement un espace, c'est aussi un projet. Et il faut se pencher sur l'ambition républicaine de l'école, qui fait que l'école laïque n'est pas seulement un service public d'éducation, mais est bien une institution de la République française. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrai évidemment pas faire une présentation exhaustive de ces différents points, j'espère que vous me le pardonnerez, et je compte laisser un peu de temps à d'éventuelles questions si cela est possible. Alors, commençons donc par le principe d'organisation républicaine. Quelques remarques d'ordre général tout d'abord. Je le disais, la formule « l'école est laïque » est bien connue. Elle est tellement connue d'ailleurs, vous le savez, que très souvent, les élèves rajoutent dans un mouvement très enthousiaste qu'elle est à la fois laïque, gratuite et obligatoire, au même titre d'ailleurs qu'ils disent que nous avons une devise « liberté, égalité, fraternité ». Ça paraît évident, mais dans le même temps, il arrive souvent que les professeurs fassent remarquer aux élèves que jamais l'école n'a été obligatoire en France. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et donc, il n'est pas tout à fait inintéressant de se pencher sur ce qui, à premier lieu, pourrait passer pour une évidence. Dire que l'école est laïque, ça ne suffit pas pour la définir, si ce n'est en creux éventuellement. Lorsque nous souhaitons passer d'une définition en creux à une définition en plein de la laïcité, nous nous heurtons à une difficulté. Il est vrai que le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution de la République française, dans son article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est une réalité constitutionnelle qui nous engage dans l'éducation nationale, puisque, inscrite dans la Constitution, la laïcité est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. C'est une bonne chose dans la mesure où tout fonctionnaire est donc libéré de sa propre subjectivité en la matière, mais cela sème le trouble parce qu'il n'y a pas de définition positive de la laïcité en droit. Cela n'existe pas. Il existe un ensemble de jurisprudences, de règles qui sont applicables à l'école et qui permettent de la définir, mais il n'y a pas de définition positive. Je dis ce sont des règles de la jurisprudence parce que la laïcité, je le répète, c'est d'abord du droit. C'est un point essentiel. C'est ce qui garantit que le service public d'éducation soit fidèle à cette notion fondamentale d'égalité de traitement des usagers. Je ne vais pas revenir sur les textes qui fondent la laïcité à l'école, ce n'est pas le lieu ici. Je vous renvoie simplement à la circulaire du 16 août 2011 du ministère de l'Intérieur et à ces 2 phrases qui me paraissent tout à fait éclairantes en guise de remarque générale. Il y est écrit « La laïcité n'est ni le reniement ni le cantonnement des religions. Elle est la condition du respect des choix personnels dans une société ouverte. » Ces quelques mots disent 2 choses fondamentales sur le principe de laïcité. Dire que c'est une condition, c'est d'abord ne pas la confondre avec une idéologie concurrente des autres.
c'est la hisser au rang qui est véritablement le sien, c'est-à-dire la garantie de l'expression libre, égale et tolérante de tous. Nous ne sommes pas dans une approche telle qu'ont pu la développer nos voisins belges. Depuis le pacte scolaire de 1959, vous savez qu'il y a des cours de morale non confessionnelle en Belgique, mais ce sont des cours optionnels. Les élèves s'inscrivent à des cours qui peuvent être de morale catholique, de morale protestante, de morale non confessionnelle, entre autres. En France, le choix a été fait d'avoir une laïcité qui est coextensive à la société. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un courant philosophique parmi d'autres. Elle n'entre pas en concurrence avec d'autres. On peut être en France athée et laïque, catholique et laïque, musulman et laïque, juif et laïque, etc. Dire que ce n'est pas le reniement des religions, c'est aussi ne pas la positionner comme un principe d'hostilité aux religions. Et c'est un point fondamental. Le droit est indifférent aux croyances sociales. Le droit est indifférent aux croyances sociales. L'école n'est pas hostile aux croyances. Je dirais même que l'école et la République ont des égards pour les croyances. Les exemples en sont nombreux, et ça depuis des décennies. Vous le savez, l'école à ses débuts était chômée le jeudi pour permettre, par exemple, la catéchèse. Aujourd'hui, les personnels peuvent demander un congé exceptionnel pour une fête religieuse au chef d'établissement. De nombreuses cantines proposent des repas de substitution. La laïcité n'interdit pas ses égards envers la chose religieuse. Elle ne les interdit pas. Elle ne les interdit pas parce qu'il y a une distinction fondamentale entre permettre et encourager. L'école laïque et la République laïque permet le libre exercice des cultes et permet aux citoyens français d'assumer leur foi. Mais dans le même temps, la République laïque ne les encourage pas. Elle a une attitude passive de respect des pratiques religieuses. Mais en aucun cas, elle n'a de rôle actif en faisant la promotion des pratiques religieuses. Il faudra donc veiller à ce que nous ne laissions pas confondre la laïcité et la sécularisation de la société. Ce sont deux termes différents. La sécularisation renvoie à un processus de lente déprise de la chose religieuse dans le champ social. Ce peut être éventuellement une conséquence de la laïcité, mais ça n'est en aucun cas son objet, ça n'est en aucun cas son but. Ça n'est pas l'idée la plus communément admise en France, il faut le reconnaître. La raison, nous la trouvons dans notre histoire. Deux images qui rappellent ce que pouvait être cette guerre des deux France au XIXe siècle. C'est un fait que le combat pour la laïcité et le combat pour la République se sont confondus au XIXe siècle. Les grandes lois scolaires de la Troisième République qui ont laïcisé l'école publique française sont des lois qui ont été, il faut le rappeler, qui ont été conquises sur un parti clérical très puissant. 27 février 1880, c'est la loi sur la laïcisation du Conseil supérieur de l'instruction publique. Le 18 mars 1880, c'est la collation des grades dont l'État se voit confier le monopole. Le 28 mars 1882, la fameuse loi Ferry, c'est la laïcisation des locaux et des programmes. Et puis la loi du 30 octobre 86, c'est la fameuse loi Goblet sur la laïcisation des personnels de l'école primaire. Cela n'a pas été sans mal, c'est une évidence. Il y a eu véritablement une guerre scolaire en France, au XIXe et au début du XXe siècle. Dans cette guerre scolaire, les deux camps en présence ont fait preuve de rudesse. Je dis bien les deux camps en présence. Mona Ozouf cite par exemple des instituteurs de l'école publique qui n'ont pas pu trouver à s'approvisionner chez des commerçants catholiques parce que la hiérarchie catholique interdisait aux commerçants de rentrer en contact avec ses professeurs. On sait que dans l'Ouest armoricain, des curés ont fait pression sur des propriétaires terriens pour mettre à la porte des fermiers qui avaient inscrit leurs enfants dans l'école publique. On pourrait développer, bien sûr, et c'est l'image de gauche qui est affichée derrière moi, cette France catholique prête à affronter deux personnages de petite taille qui représentent la franc-maçonnerie.
En face, il faut admettre que, et c'est Pro qui nous le rappelle, il y a eu, notamment chez les collègues inspecteurs de l'époque, des conférences pédagogiques organisées le vendredi, avec repas obligatoire pour les enseignants inscrits, le repas étant naturellement gras, ce qui permettait d'identifier immédiatement les professeurs d'obédience catholique. Alors, si je le rappelle, ça n'est pas seulement pour faire sourire, mais c'est aussi parce que il ne faut pas sous-estimer cette guerre des deux France qui a eu lieu il y a plus d'un siècle aujourd'hui. Elle a laissé des traces profondes dans l'imaginaire collectif et il faut admettre que la laïcité est la seule valeur républicaine qui ait eu face à elle un camp structuré, puissant, regroupant des dizaines de milliers de Français, des intellectuels, des organes de presse, des élus, et qui ont naturellement lutté contre cette valeur. Il n'y a jamais eu en France un parti contre l'égalité. Il peut y avoir un curseur, mais un parti structuré luttant contre le principe d'égalité, nous n'avons pas connu cela. La liberté non plus. La laïcité, il y a eu un parti clérical puissant. Cela imprègne les esprits en France. La laïcité en France est souvent perçue sous une forme voltairienne. Il y a une séparation radicale en France entre le religieux et le politique, une forme de méfiance aussi dans l'inconscient des Français. Il n'en demeure pas moins, il faut le rappeler, que la laïcité n'est pas un instrument de lutte et de division. En aucun cas, elle est un instrument d'émancipation, ce qui n'est pas la même chose. Ces deux remarques formulées, je voudrais entrer donc dans les principes constitutifs de la laïcité, ces principes d'organisation, et m'appuyer sur la charte de la laïcité, qui est une ressource, vous le savez, précieuse, distribuée dans les établissements à la rentrée 2013, de façon à servir au dialogue entre les personnels et les familles, entre les personnels et les élèves, et entre les personnels et leurs partenaires. La charte de la laïcité n'ajoute rien au droit. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Elle formule simplement, très clairement, les principes fondateurs de la laïcité. Je ne relis pas évidemment la charte avec vous, je vous y renvoie simplement. Les articles de la charte nous permettent de définir les trois principes fondamentaux qui donnent corps au principe de laïcité à l'école. Le premier d'entre eux, c'est la liberté de conscience. La laïcité à l'école, en France, et la laïcité dans l'État repose d'abord sur la liberté de conscience, c'est-à-dire la capacité qu'a un individu, le droit qu'a un individu de croire ou de ne pas croire, sans qu'aucune pression soit exercée. La liberté de conscience garantit à chacun la possibilité de définir ce qui lui semble bien, ce qui lui semble mal. Je le rappelle, parce qu'à l'heure où est mis en œuvre un enseignement moral et civique, nous pourrions malheureusement, toucher à la liberté de conscience si nous cherchions à définir ce qui est bien et ce qui est mal. Le deuxième principe, c'est celui de l'égalité en droit. L'égalité en droit interdit naturellement toute forme de discrimination. La République, M. Hennebique le rappelait en introduction, la République et l'école reconnaissent l'égale dignité des êtres humains. L'égale dignité des êtres humains. L'école est laïque dans ce sens qu'elle accueille tous les élèves, qu'elle est indépendante de tous les pouvoirs, de toute religion, et qu'elle donne à chacun une culture commune et partagée. Et puis le troisième principe, c'est évidemment celui de la séparation des églises et de l'État, qui se traduit dans notre école par la neutralité de la puissance publique. L'école échappe à toute influence dominante d'une option spirituelle, politique, économique, religieuse. Jean Rivero rappelle la chose suivante, et la formule est claire. Devant la question de l'existence de Dieu, l'État français répond « je ne sais pas et je ne prends pas position ». Trois principes donc que j'ai voulu rappeler dans le cadre de remarques générales, la liberté de conscience, l'égalité en droit, la séparation des églises et de l'État qui conduit à la neutralité de la puissance publique. Il convient de ne pas les envisager isolément, mais de les mettre en système,
Et cette mise en système, c'est évidemment dans le cadre de la laïcité qu'elle peut s'opérer. Il en découle une organisation particulière de l'école française qui n'est pas toujours simple à lire lorsque l'on n'appartient pas à l'éducation nationale. Pour reprendre la belle formule de Jean-Louis Auduc, je dirais « l'école est un, je le cite, un espace laïque de savoir et de citoyenneté. » Un espace laïque de savoir et de citoyenneté. L'école, c'est un lieu et c'est un moment singulier dans la société française. C'est le lieu du bien commun. C'est le lieu de l'intérêt général. L'intérêt général qui, en France, et c'est difficile à comprendre pour les élèves, qui en France n'est pas considéré comme la somme des intérêts particuliers. Ça, c'est la version des États-Unis d'Amérique. L'école, c'est une enceinte scolaire. Non pas dans le sens qu'il y aurait des remparts infranchissables, vous êtes la preuve que ces remparts n'existent pas et que l'école gagne à travailler avec ses partenaires, mais parce que l'école est un lieu dont l'accès est réglementé, surveillé, protégé. C'est d'abord un espace public idéologiquement neutralisé. C'est une donnée essentielle. Un espace public idéologiquement neutralisé. La neutralité de l'école est visible. Il n'y a pas de signes religieux sur les murs des écoles. Les personnels ont l'interdiction formelle d'arborer des signes qui manifesteraient leurs appartenances ou leurs convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou politiques. Jean Zay, dont j'ai remis la photographie ici, est à l'origine, vous le savez, de l'abandon de cette tradition qui faisait qu'en France, lorsqu'on inaugurait un lycée, on inaugurait en même temps la chapelle qui l'accompagnait. Et en 1936, cette obligation tombe avec le ministère Jean Zay. Vous savez qu'à l'époque, d'ailleurs, les premiers lycées qui seront construits sans chapelle seront dénoncés par la presse d'opposition, c'est le Figaro à l'époque, comme étant des lycées maçonniques. Les élèves eux-mêmes ont un statut à l'école qui est particulier. Ce ne sont pas des enfants. Le statut d'élève ne se réduit pas au statut d'enfant. Ce ne sont pas non plus des citoyens majeurs. Le statut d'élève est un intermédiaire entre les deux. C'est un statut précieux que celui d'élève. D'abord, le mot est magnifique. Élève. Ça renvoie au projet d'élévation intellectuelle qui est la mission de l'école. Et puis, surtout, cela induit pour l'élève une obligation de réserve, une obligation de travail. Ça l'invite à modérer l'expression de ses convictions religieuses. Et puis, ça lui garantit un droit fondamental qui est le droit que tout enfant et que tout élève a d'accéder au savoir et à l'instruction. Et c'est le deuxième point. L'école est laïque parce qu'elle a une approche du savoir qui est laïque. Et qu'on n'est plus seulement là dans l'organisation juridique des choses. L'école est laïque parce que son approche du savoir est laïque. Vous remarquerez d'ailleurs que la loi de 1882 dont je parlais tout à l'heure a précédé la loi de 1886 de 4 ans. C'est une tautologie évidemment, mais tout cela pour dire que la laïcisation des contenus a précédé la laïcisation des personnels. Parce que la laïcité, c'est aussi un rapport au savoir, c'est aussi un rapport à la connaissance. L'école n'enseigne que des savoirs constitués, que des savoirs légitimés. Elle n'inculque pas des croyances, elle n'inculque pas des opinions. Elle ne s'aventure pas au-delà de son domaine de compétence, qui est celui de la science. J'ajouterais même que l'école n'oppose pas le savoir et le croire. Elle distingue, sans opposer. Ça n'est pas la même chose. C'est une nuance essentielle parce que c'est ce qui fait que l'école est respectueuse de la liberté de conscience des élèves. Elle vise à éveiller les consciences, pas à les diriger. Jamais à les diriger. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un élève qui refuserait de recevoir un enseignement pour des motifs religieux, ça n'a pas de sens en soi. Et puis l'école a une approche laïque du savoir parce qu'elle est indépendante de toute finalité extérieure. Je le disais tout à l'heure, c'est la grande différence finalement qui existe entre un Pie XI et un Jean Jaurès. Vous me direz à première vue, il y a bien d'autres différences entre les deux hommes. Mais dans la mesure où je m'exprime, je préfère dire que c'est la grande différence qui donne évidemment du poids à mon propos. C'est l'une des différences entre les deux hommes. Lorsque
Pillon s'exprime sur la laïcité à l'école. Il y a très peu de textes sur la laïcité à l'école dans le cadre de l'Église des années 20 et 30. Nous sommes en 1929 dans une encyclique Divini Ilius Magistri. Que dit Pillon? Il dit la chose suivante. Dans l'ordre présent de la providence, c'est-à-dire depuis que Dieu s'est révélé dans son Fils unique, qui seul est la voie, la vérité et la vie, il ne peut, et voilà le point important, il ne peut y avoir d'éducation complète et parfaite en dehors de l'éducation chrétienne. Ça, c'est une finalité extérieure, une transcendance, une morale d'autorité. Que disait Jean Jaurès quelques années avant, lorsqu'on lui parlait des programmes? Il disait la chose suivante. Les programmes contiennent ce qu'il faut comprendre du monde pour ne pas le subir. Ce sont deux visions radicalement différentes. Évidemment, l'école laïque apprend aux élèves ce qu'il faut comprendre du monde pour ne pas le subir. Et puis, l'école est laïque parce qu'elle est un espace de citoyenneté. N'oublions pas ce dernier terme. L'école est soucieuse d'éviter l'individualisme débridé. Elle développe la capacité à nouer des liens avec autrui, à développer la conscience de son appartenance à une collectivité qui est fondée sur un partage de valeurs et de principes. L'école est le lieu qui permet à l'individu de se construire comme citoyen, d'éprouver la consistance, d'éprouver l'effectivité des valeurs de la République. C'est pour cela que l'école propose des activités qui développent des compétences sociales. L'argumentation, le recul critique, le travail collectif, le projet. C'est pour cela aussi, évidemment, qu'elle propose un enseignement moral et civique. Alors il en découle l'idée que non seulement les professeurs sont tenus, et quand je dis les professeurs, je devrais dire l'ensemble des personnels, sont tenus à une impartialité laïque, ne devant pas afficher par exemple leurs convictions, mais leur responsabilité va bien au-delà. Parce qu'ils doivent dans le même temps affirmer devant les élèves ce positionnement laïque. Ils doivent manifester cet engagement pour les valeurs de la République. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de faire valoir les principes républicains, il ne s'agit pas seulement de les faire connaître, il s'agit bien de les faire partager. Et nous sommes là au cœur de la question. Nous sommes là au cœur de la question parce que l'école, ça n'est pas seulement un lieu régi par des règles particulières. L'école, c'est un projet. L'école, c'est une ambition qu'on ne peut pas évidemment découpler de celle de la République. C'est l'ambition de l'école qui explique les règles qui l'encadrent. Alors, quelle est cette mission fondamentale de l'école? Celle qui permettait à Condorcet, par exemple, de dire que l'école ne pouvait se réduire aux vérités de faits et de calculs. La mission de l'école, elle est tout à fait limpide. Elle est limpide, mais elle est ambitieuse. Il s'agit de donner aux élèves les moyens de forger leur personnalité libre et responsable. Forger leur individualité, leur personnalité libre et responsable. Victor Hugo a eu cette formule magnifique, instruire, c'est construire. Instruire, c'est construire. Eh bien, l'école de la République construit des hommes et des femmes libres, capables de choisir eux-mêmes, de se choisir eux-mêmes et de choisir librement leurs appartenances. Et c'est tout l'enjeu. C'est ce que rappelle Abdenour Bidar dans ce bel ouvrage intitulé « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école ». Il dit « L'école offre à chaque enfant les conditions de sécurité intellectuelle et morale indispensables pour qu'il apprenne d'une part à émanciper sa propre personne des conditionnements culturels reçus au dehors, et d'autre part à exprimer sa propre singularité ou différence d'une façon qui soit compatible avec la même liberté d'expression pour tous. » L'école est le seul lieu dans la société française, le seul, nous pouvons y réfléchir ensemble, mais c'est le seul lieu où l'élève est considéré comme une liberté en constitution et pas comme une liberté déjà constituée. Or, vous le savez, la liberté, cela s'apprend, la liberté, ça a du poids, et faire peser le poids de la liberté sur des épaules trop frêles risque, évidemment, de faire s'écrouler l'individu. La neutralité de l'école vise à protéger les élèves, à leur permettre d'acquérir cette liberté. Elle les met à l'abri de tout prosélytisme. Elle les met à l'abri du pouvoir de conditionnement des idéologies qui ont libre cours dans le champ social, et c'est bien normal.
Autrement dit, la laïcité à l'école, elle repose sur un double paradoxe. Vous le disiez tout à l'heure, elle sépare pour unir. Elle sépare le croire et le savoir pour unir, par exemple. Et elle interdit pour libérer. Vous comprenez toute la difficulté de faire passer cela à des élèves, et notamment à des adolescents. Mais c'est bien comme cela qu'il faut comprendre la loi du 15 mars 2004, qui encadre le port des signes et des tenues ostensibles à l'école. Là où les élèves y ont vu une manifestation d'une laïcité de réglementation, une interdiction, voire même parfois une privation d'une liberté fondamentale, le législateur a en tête une loi d'émancipation, une loi de liberté. C'est à nous, évidemment, de le faire comprendre. L'idée, avec Catherine Kinsler, c'est que l'école, je la cite, est ce moment critique où chacun est invité à suspendre ses croyances pour éventuellement y revenir avec une pointe d'autonomie. Voilà le mot est lâché, une pointe d'autonomie. Nous sommes bien sur l'idéal des Lumières, de l'émancipation. Et c'est bien dans ce sens que l'école n'est pas seulement un service public. C'est bien en ce sens que l'école n'est pas seulement le lieu où l'on apprend ce qu'il faut pour avoir un bon métier, pour reprendre une vieille formule. L'école est une institution parce que l'école est le fondement d'une éducation à la liberté et qu'il n'y a pas de république sans éducation à la liberté. La formule de la Troisième République était claire de ce point de vue-là. La République a fait l'école fera la République. Il en découle un paradoxe, et j'achèverai par ce paradoxe. Je l'ai dit, je le répète, l'école est édifiée sur une obligation de neutralité de ses personnels. Cette obligation de neutralité, elle est inscrite dans les textes qui encadrent l'action des personnels. Mais dans le même temps, il est demandé à l'école de s'engager dans le domaine des valeurs, de faire partager des valeurs. Comment concilier les deux ? Et les enseignants, les familles, les partenaires de l'école se sont notamment interrogés à la faveur de l'introduction de cet enseignement moral et civique en septembre 2015. Je sais que vous y prenez une bonne part, puisque l'enseignement moral et civique repose notamment sur des projets et sur des partenariats. Les parents se sont interrogés sur le respect de l'autorité parentale, qui est une réalité en France, et qui leur confère le droit de transmettre à leurs enfants une éducation morale. Ils ont interrogé la légitimité de l'école à aborder les questions morales avec leurs enfants. Les personnels se sont questionnés sur les contours de l'obligation de neutralité, sur leur positionnement, sur ce qu'ils pouvaient dire, sur ce qu'ils ne devaient pas dire. C'est une question extrêmement importante parce qu'elle conditionne la réussite de cet enseignement-là qui vise, je le rappelle, à faire partager les valeurs de la République. La question, elle se pose de tout temps, depuis que, je dirais, l'école est laïque, et Ferdinand Buisson y répondait déjà en 1912. Ferdinand Buisson, dans un ouvrage qui est sans doute... Alors lui disait c'est un dossier, parce que c'est une compilation en fait d'une série de textes qu'il a pu produire par ailleurs. Cet ouvrage est sans doute l'un des plus importants qu'il ait écrit, il s'appelle La foi laïque, c'est un bel oxymore. Il disait « L'école n'est pas neutre tout court. L'école n'est pas neutre tout court. Elle l'est dans la mesure où elle peut l'être en restant laïque d'esprit, laïque de méthode, laïque de doctrine. » Laïque d'esprit, d'abord, cela veut dire que l'école reconnaît, elle admet l'absence d'unité morale de la société française. Mieux même, non seulement l'école se refuse à tenter d'ériger une religion civile improbable, non seulement elle se refuse à porter une adhésion aux valeurs de la République qui serait calquée sur le modèle religieux, qui est une différence évidemment avec la tolérance dont vous parliez tout à l'heure, mais encore, l'école reconnaît que la diversité des valeurs, si elle est reconnue, si elle est discutée, est une richesse pour la formation morale. Autrement dit, l'école refuse tout dogmatisme. L'école refuse de verser dans ce que Charles Renouvier appelait un catéchisme républicain, dont on sait par ailleurs qu'il serait inefficace. Dans le même temps, laïque d'esprit, cela veut dire refuser le relativisme. Le relativisme des opinions, qui conduit certains élèves à donner autant de poids, autant de prix aux avis des astrologues par rapport aux astronomes,
qui conduit les élèves à considérer que le créationnisme peut être abordé avec le même sérieux que la théorie de Darwin. Le principe de neutralité scolaire ne doit pas être confondu avec une laïcité d'abstention, en aucune façon. Le professeur doit s'engager dans le champ des valeurs républicaines, et s'engager dans le champ des valeurs républicaines, ça n'est pas rompre avec son obligation de neutralité. Cela invite simplement à distinguer deux réalités, les morales convictionnelles d'un côté et la morale républicaine de l'autre. Les morales convictionnelles sont au pluriel parce qu'elles sont propres à chaque individu. La morale républicaine, c'est celle qui, appuyée sur les valeurs de la République française, inscrites dans les déclarations des droits de l'homme par exemple, est commune à l'ensemble des citoyens français. De façon très prosaïque, parce que, tant bien que ces termes peuvent plonger dans la perplexité, on peut prendre deux exemples pour réfléchir à cela. Des exemples très prosaïques, vous me le pardonnerez. Prenons le cas d'un élève qui exprimerait devant un professeur ou devant vous l'idée que la femme serait inférieure à l'homme. Ce qui est engagé ici, ce sont les valeurs de la République française. Et il va de soi pour tout le monde qu'un professeur, qu'un adulte intervenant devant un élève doit s'engager ici pour faire évoluer ce point de vue, pour le ramener à la raison. Ça, c'est la morale républicaine. Si un élève exprime devant un professeur ou devant vous l'idée qu'il est personnellement dubitatif sur l'idée du mariage et que l'idée de passer quelques décennies avec la même personne ne le séduit pas, il est évident qu'ici, nous sommes tenus à la neutralité et à l'abstention. Nous n'avons pas à nous prononcer sur ce choix qui est un choix de vie. Dit de façon plus théorique, l'école en aucune façon ne peut se prononcer sur ce qui est bien. En aucune façon. Elle n'a pas à définir ce qui est bien ou mal, cela appartient à la liberté de conscience de chacun. En revanche, l'école doit toujours se prononcer sur ce qui est juste. Et la distinction entre le bien et le juste, c'est ce qui permet de se positionner sur un enseignement, comme l'enseignement moral et civique par exemple. Laïque de méthode. Laïque de méthode, là encore, je reviens à Ferdinand Buisson, dans une citation rapide. C'est une question de pédagogie. Ferdinand Buisson disant 1903. La phrase reste d'une grande actualité, me semble-t-il. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite. La voilà, il n'y a plus qu'à l'avaler, le maître a parlé, le fidèle répète. Je dis catholique, mais j'aurais dit tout aussi bien protestant ou un croyant quelconque. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit. Un enfant, un adolescent, une jeune fille. Il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de rechercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite. Voilà en matière de pédagogie ce que peut être une école laïque. Et donc on voit bien que la laïcité, ça n'est pas seulement un principe d'organisation, c'est une valeur, c'est une éthique. Et tout l'enjeu dans l'école aujourd'hui, c'est de faire passer les élèves d'une laïcité de réglementation à une laïcité de conviction. C'est l'esprit de la loi de 1905. Alors pour conclure, je voudrais, après, je l'espère, avoir retracé les contours de la laïcité et surtout montrer son bénéfice social et individuel, je voudrais rappeler que ce bénéfice a un prix. On aurait pu croire que, et j'espère que vous me pardonnerez cette expression tout à fait inadaptée étant donné le sujet que je traite, mais on aurait pu croire que la messe était dite et que la laïcité aurait convaincu et serait de toute éternité installée dans notre école. Là encore, nous avons été détrompés par les évolutions de la société et les évolutions de nos élèves. Il n'est jamais facile d'évoquer les difficultés auxquelles est confrontée la laïcité, parce que, vous le savez, ça laisse la porte ouverte à des complexes obsidionaux, ça met parfois la raison à rude épreuve, en voyant des difficultés là où il n'y en a pas. Je m'y risque cependant parce qu'il me semble qu'il y a un nœud du problème qui ne relève pas de la contestation ouverte, mais qui relève de la confusion, à laquelle vous êtes peut-être exposé lorsque vous rencontrez les élèves. Nous sommes aujourd'hui confrontés
à une instabilité de l'interprétation du principe de laïcité. Une instabilité. J'en parlais tout à l'heure sur les repas à la cantine, par exemple. Nous avons vécu, il y a quelques mois maintenant, un épisode où un maire d'une ville interdisait un repas de substitution, plutôt refusait l'idée d'un repas de substitution au nom du principe de laïcité, et une association attaquant sa décision au nom du même principe de laïcité. Il ne s'agit évidemment pas pour moi de prendre parti dans cette querelle, mais simplement de constater que le principe de laïcité pouvait être mobilisé par deux acteurs ayant des convictions manifestement opposées. Et évidemment, les élèves sont eux aussi perplexes face à ce que peut être le principe de laïcité et expriment des représentations parfois erronées. Je vous ai mis ici une copie du brevet parce que un état des lieux de la question a été commandé par monsieur le recteur Jean-Jacques Paulet à l'époque, entre juillet et décembre 2014, sur la question de la laïcité à l'école, dans l'Académie de Lille. Et j'ai eu l'honneur de piloter un groupe de travail sur cette question pendant quelques mois. Et outre les études qui ont été faites sur les programmes, sur les ressources, sur les pratiques enseignantes et les rencontres que nous avons pu avoir avec les uns et les autres, il y a eu la possibilité d'étudier des copies du diplôme national du brevet de juin 2014. La question avait été posée à l'époque à tous les élèves de 3e de France. Définissez le principe de laïcité et illustrez-le par un exemple. L'étude de ces copies a été extrêmement intéressante. Elle a été corroborée évidemment par une série d'autres indicateurs dont je ne parle pas ici. Voyez, je ne vais pas détailler évidemment, le temps ne me le permet pas, mais voyez par exemple cette simple copie. Nous sommes à l'issue de la scolarité obligatoire. Les élèves, depuis plusieurs années, sont familiarisés avec les valeurs de la République, les abordent sous l'angle des contenus intellectuels, les abordent sous forme de mise en pratique parfois. Et vous avez ici la copie d'un ou d'une élève qui manifestement a appris ce qui lui a été enseigné. On voit par exemple la mention des pendentifs, la mention de Jules Ferry, la date de 1882. On ne peut pas imaginer qu'ici c'est un élève qui n'aurait pas appris. Mais quel est le sens qui est donné par cet élève, qui a appris, je le redis, au principe de laïcité? Tout est dans cette première phrase, la laïcité c'est cacher ses opinions. Cacher ses opinions. C'est un constat terrible. Comment un élève peut-il, alors qu'il a appris, comment peut-il considérer que la laïcité c'est cacher ses opinions? Replacé dans un ensemble plus vaste, d'un peu plus d'un millier de copies, on a pu constater que un certain nombre d'élèves avaient des difficultés à définir le principe de laïcité sous une forme ou sous une autre, que certains d'entre eux considéraient qu'il s'agissait d'une privation de liberté, que certains d'entre eux considéraient que c'était une forme de pharisaïsme, cacher ses opinions par exemple, mais surtout ce sont les deux secteurs que vous avez là dans un dégradé de jaune, et que surtout les élèves vivaient une confusion entre le principe de laïcité, le régime de laïcité et le régime de tolérance. Autrement dit, beaucoup de nos élèves, pour des raisons diverses, qui tiennent au contexte social, qui tiennent à l'ouverture de notre pays à la mondialisation, à l'Union européenne, qui tiennent à l'américanisation des cultures, beaucoup de nos élèves considèrent que la laïcité, c'est la mise à égalité de groupes distincts. Et cela leur suffirait amplement. Le lien unissant ces groupes distincts ne leur semble pas être une question particulièrement intéressante. Nous sommes en classe de 3e, il reste du temps bien sûr pour conceptualiser. Mais c'est un vrai problème. Comment passer d'une rencontre empirique du principe de laïcité fondée sur l'appartenance à un groupe, la revendication d'une égalité pour le groupe auquel on appartient par rapport aux autres groupes et d'une revendication de liberté, à un concept qui permet d'unir au-delà de nos différences. C'est un peu ce que dit Médine dans son clip. Là encore, je me suis toujours refusé jusqu'à ici, non seulement pour des questions de droit d'auteur, bien sûr, mais aussi parce que le matin, c'est un peu violent, à diffuser ce clip. Mais je vous renvoie tout de même aux paroles de ce clip, qui s'appelle Don't Like, le like en question étant L-A-I-K, Don't Like, et où vous verrez que Médine adresse un certain nombre de critiques au principe de laïcité,
qu'il n'est pas possible de balayer d'un revers de la main et sur lesquels il faut se pencher. On y retrouve l'accusation d'un catéchisme républicain, la religion civile. On y retrouve une inversion des mots avec une laïcité qui est contestée au nom du respect du droit à la différence. On sait bien que ce sont de vieilles idées, mais elles sont toujours présentes. Et puis la vision de liberté. Je n'y reviens pas, mais vraiment je vous y renvoie. Plutôt que Médine, en termes de conclusion, je préférerais parler d'Edgar Quinet, qui est d'un autre genre, disons, et de la mobilisation de l'école pour la République. Ce sera mon dernier mot. Abdinour Bidar explique de façon très convaincante que l'école doit rester la gardienne du sens de la laïcité. C'est absolument fondamental. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que la laïcité soit réduite à une notion floue. Ce n'est pas tellement la contestation le problème. C'est l'idée que la laïcité soit réduite à une notion floue, ou alors à un ensemble de lois et de règles dont le sens éthique n'apparaît plus. C'est ça la vraie difficulté. Et c'est dans cette optique que l'école se mobilise aujourd'hui avec ses partenaires pour les valeurs de la République. J'ai beaucoup entendu dire que nous serions sur une réponse à une attaque des valeurs républicaines. Le contexte sans doute explique cette vision des choses. Mais l'école cherche à identifier les difficultés, à les surmonter. Ces difficultés, j'en parlais, c'est l'instabilité de l'interprétation du principe, c'est la confusion entre le régime de tolérance et le régime de laïcité, c'est le couple infernal du dogmatisme et du relativisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de défendre les valeurs de la République, il s'agit de les faire vivre, il s'agit de les faire partager, il s'agit de les faire comprendre. Et c'est la raison pour laquelle l'école met en place le parcours citoyen dans lequel vous serez appelés, évidemment, à jouer un grand rôle. Cet investissement, il est essentiel, et encore une fois, je vous remercie d'y prendre votre part. Et ça ne peut être qu'au sein de l'école que se déploie cet effort-là. Et je disais, finissons par Edgar Quinet. Quinet nous expliquait, en 1849, la raison pour laquelle ce n'est qu'à l'école que peut se déployer cet effort. Le terme de laïcité n'existait pas encore, mais Quinet imaginait ce que devaient être des écoles laïques. Et il confia d'ailleurs à ses successeurs, ce seront notamment des gens comme Ferry, comme Buisson, le soin de construire l'école qu'il appelait de ses voeux. Dans son ouvrage le plus important, qui s'appelle L'enseignement du peuple, qui a été publié en 1849, Quinet nous adresse un message qui, je crois, reste d'une grande actualité aujourd'hui. Il dit la chose suivante, à ceux qui accusent l'école qu'il appelle de ses voeux de ne pas avoir de principe. Il dit, pour moi, j'ai toujours prétendu qu'elle possède un principe que seule elle est en état de professer. Et c'est sur ce principe qu'est fondé son droit absolu d'enseignement en matière civile, son droit absolu. Ce qui fait le fond de cette société, ce qui la rend possible, ce qui l'empêche de se décomposer, est précisément un point qui ne peut être enseigné avec la même autorité par aucun des cultes officiels. Cette société, dit-il, vit sur le principe de l'amour des citoyens les uns pour les autres, indépendamment de leurs croyances. Je crois que Quinet avait tout dit. Je vous remercie.